Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette dernière session d'information sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, nous reviendrons sur le déplacement princier au Royaume du Maroc. Puis nous irons à la rencontre d'Anne Eastwood qui vient d'être nommée aux fonctions de haut-commissaire en principauté. Nous écouterons 3 témoignages de femmes à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Et nous terminerons avec l'ouverture du Salon de l'Auto de Genève. Suite du déplacement du souverain à Rabat, après avoir visité une exposition consacrée au prince Albert Ier au Maroc à la fin du 19e siècle, place aujourd'hui à un volet en lien direct avec la direction de la coopération internationale de Monaco. Sur place, Fabien Bonilla, Serge Prémont. Le prince Albert II a été accueilli ce jeudi par le frère cadet du roi du Maroc. Ils ont visité l'AMSAT, une association marocaine d'aide et de soutien aux personnes trisomiques. L'AMSAT suit 350 enfants et adolescents chaque année. La coopération internationale de Monaco apporte son aide à travers l'ONG Handicap International. Handicap International, ça fait partie des partenaires phares qu'on a. Il y a 5-6 grandes ONG qui se détachent, donc c'en est une. Elle est très connue par ailleurs et depuis bien longtemps. Mais au Maroc et au Maghreb en général, puisqu'on a un double programme qui va s'étendre à la Tunisie, Maroc-Tunisie, c'est particulièrement important parce qu'en fait on a choisi de soutenir les associations locales marocaines. La coopération soutient un programme qui est vraiment de renforcer un peu l'appui, la prise en charge qu'ils font pour les enfants. Il y a 16 associations aujourd'hui qui sont soutenues. Et là, l'aide de la coopération monégasque est vraiment d'aider à la prise en charge de ces enfants, de pouvoir les réinsérer, de pouvoir leur apporter une prise en charge de qualité pour qu'ils ne restent pas isolés et profitent aussi de ce mouvement de développement qui se passe au Maroc. Réinsertion mais aussi détection précoce de la trisomie et plus largement promouvoir une meilleure participation sociale des personnes en situation de handicap. Voilà quelques objectifs de ce partenariat dans les pays du Maghreb. Un soutien d'une durée de 5 ans, d'un montant de 585 000 €. Dans la même journée, le souverain s'est rendu à la Fondation Orient-Occident à Rabat. Il s'agit d'une association partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ici, un programme d'activité et d'éducation tourné vers près de 1000 personnes. Ce sont des Ivoiriens, des Congolais, des Maliens, des Palestiniens, des Irakiens, réfugiés au Maroc. Leur vie était chez eux menacée. Les histoires des réfugiés, c'est des histoires qui sont très dures et qui nous apprennent à relativiser beaucoup de choses, qui nous feront grandir. Et puis mis à part ça, il y a aussi cette gaieté que vous avez vue, c'est exceptionnel. Ces personnes ont quand même vécu la guerre, ont vécu des traumatismes, ont fait une route qui est très intense, ont traversé pour la plupart le désert. Mais pour autant, comme vous voyez, ils ont un grand pouvoir de résilience et c'est sur cet aspect qu'on a beaucoup travaillé avec la Fondation Orient-Occident, mais aussi avec les autres partenaires de l'UNHCR. La principauté avait déjà signé un partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de 2011 à 2013, un montant de 280 000 €. Monaco vient de renouveler son soutien à ce programme jusqu'en 2016 pour une contribution à hauteur de 450 000 €. Accord de partenariat signé par José Badia et la représentante de l'UNHCR au Maroc, une signature présidée par le souverain. C'est le prolongement d'une action qui a déjà été menée et à partir de 2011, donc pour venir en aide aux réfugiés qui viennent jusqu'au Maroc, avec une petite affiche un peu, pas novatrice, mais complémentaire, en appuyant particulièrement sur l'insertion des enfants, des femmes, le développement au niveau de l'éducation, les logements d'urgence des personnes qui viennent. C'est un peu la continuité de la manière dont le Maroc aujourd'hui aborde la problématique des réfugiés sous l'impulsion du roi Mohamed VI. En marge de cette visite consacrée à la coopération internationale, le souverain et la délégation monégasque se sont rendus sur un site archéologique bien connu à Rabat, Chella, où l'on peut découvrir les vestiges d'une ville romaine et plus récemment une nécropole mérinide du XIVe siècle. Et après Rabat, le souverain s'est envolé pour Agadir afin d'évoquer les différentes actions liées à sa fondation. Nous y reviendrons plus précisément en début de semaine prochaine. Coup de projecteur à présent sur le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Cette institution a vu le jour tout récemment en principauté. En début de semaine, Anne Eastwood a été nommée aux fonctions de haut-commissaire et ce pour une durée de 4 ans. Une équipe de Monaco Info l'a rencontrée.
Il s'agit d'une nouvelle entité publique et indépendante qui a été instituée par ordonnance souveraine en octobre 2013. Le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation offre à chacun un moyen apaisé et non conflictuel de faire respecter ses droits. Il a à sa tête Anne Eastwood. Le Haut Commissaire revient sur le rôle de cette institution. Le Haut Commissariat est donc une institution de proximité qui fonctionne de façon impartiale et transparente et qui offre des garanties d'indépendance, de neutralité, de confidentialité au profit des personnes qui ont recours à elle, puisqu'il agit dans le cadre d'une stricte déontologie. Et je voudrais préciser que son intervention est toujours facultative en amont du recours aux tribunaux et que son rôle est un rôle de recommandation. Donc il n'a pas le pouvoir de décider, mais il a le pouvoir de convaincre et c'est là l'essentiel de son rôle. Et je dirais que dans tous les pays qui ont mis en place une institution d'ombudsman, on constate que ce recours au dialogue par l'intermédiaire d'un tiers neutre et impartial permet très souvent de résoudre en amont un grand nombre de situations. Il a deux domaines d'intervention, le domaine des relations entre l'administration et ses usagers, donc l'administration au sens large, ce qui englobe l'intégralité des services publics, et le domaine de la lutte contre les discriminations injustifiées, y compris les discriminations dans le secteur privé. Ce Haut Commissariat est donc un outil de dialogue et d'accompagnement. Il est accessible à tous et ce gratuitement. Actuellement situé dans des locaux provisoires, il s'installera dans quelques semaines ici, dans les jardins d'Apolline. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, 3 personnalités féminines de la principauté ont répondu à 2 questions sur l'égalité homme-femme. Je vous propose de les écouter. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un avantage ou un inconvénient à être une femme dans le monde politique. Je pense que ce qui est important, ce sont les qualités personnelles de la personne, ses expériences et ses qualités humaines. Avantage, inconvénient, non. Je pense qu'il faut une bonne organisation, mais homme ou femme, une bonne organisation, une volonté, et il n'y a pas de problème. Je pense que la parité homme-femme, depuis plus de 200 ans, a beaucoup évolué. On assiste aujourd'hui à une parité positive, une égalité positive, on va dire, en faveur des femmes. Et je me demande d'ailleurs si cette égalité positive ne va pas desservir la femme, puisque maintenant on choisit une femme plus en fonction de quotas que de qualités réelles, personnelles, ce qui peut amener les gens à douter des réelles compétences des femmes qui occupent des postes importants, soit dans le monde politique, soit dans le monde économique. Donc la parité, je pense qu'elle doit être le fruit d'une évolution profonde des mentalités, plus que d'une évolution législative, pour justement ne pas être enfermé dans ces fameux quotas qui nous desservent. Je vais d'abord commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est surtout de jongler avec sa vie de famille. C'est assez compliqué. On a toutes, pour celles qui sont élues avec moi, une famille et une maison, un conjoint pour la plupart, et il faut pouvoir tout faire, et la politique, et la vie professionnelle, et surtout s'occuper de tout le reste. En revanche, c'est là où je préfère finir, c'est les atouts. Alors je pense qu'en étant une femme, on a énormément d'atouts parce que nous avons une certaine sensibilité. On arrive à transformer des sujets en véritables thèmes politiques, en véritables enjeux sociaux. Et c'est là où je pense qu'être une femme, c'est un gros avantage. Nous aimons beaucoup rassembler, l'adhésion de tout le monde à un projet. Et en revanche, peut-être justement l'inconvénient, c'est qu'on n'aime pas le passage en force. Donc voilà, l'avantage c'est l'adhésion et l'inconvénient, on n'aime pas le passage en force. J'espère qu'elle existe, j'espère qu'il y a cette égalité, que les gens ont conscience que hommes et femmes, nous sommes capables de faire la même chose, le même travail. Le seul inconvénient peut-être pour une femme, c'est la même chose qu'en politique, c'est arriver à jongler. Dans les entreprises privées, il y a souvent
un côté social qui continue après la fin de la journée, où les femmes, elles sont juste pressées de rentrer à la maison pour s'occuper enfin de leur maison et de leur famille. Donc elles ne peuvent pas jouer cette petite mi-temps supplémentaire, je dirais. Maintenant, je pense qu'on va y arriver petit à petit à ce qu'il y ait plus d'égalité. En même temps, la parité, obliger une parité, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va nous aider à montrer que nous sommes les égales des hommes. Je pense qu'il faut y aller progressivement et surtout dire aux femmes qu'elles n'ont pas à faire un choix entre une vie professionnelle, une vie politique et une vie de famille. Les trois peuvent se faire, il faut jongler. Alors nous sommes devenus des artistes de cirque, un spécialiste en jonglage, mais nous jonglons maintenant très bien. Je pense que les avantages, c'est justement de travailler pas seulement avec des femmes ou des hommes, mais c'est une mixité. Ça permet d'apporter la sensibilité de chacun. Je pense qu'au-delà des origines de chacun, de notre passé culturel, d'expérience, on a chacun nos petites caractéristiques. Moi, j'ai toujours une touche où on me dit, on voit que tu es passé par là, on voit qu'il y a une femme derrière. Je trouve que c'est très intéressant. Ça donne une autre vision. Et moi, j'aime bien aussi travailler avec des hommes. Voilà, moi, en cuisine, j'ai 2 femmes avec moi, une qui travaille en restaurant et une en production. Et sinon, le reste sont des hommes. Et je trouve qu'il y a une belle énergie, une belle harmonie avec des choses qui se complètent. L'égalité homme-femme, je pense que c'est avant tout les personnes qui la font, qui la créent ou qui la défont. Je parle en matière de respect. Si vous êtes respectueux vous-même, on va avoir tendance à vous respecter. Si vous haussez le ton, on est tout de suite... Une femme va peut-être pouvoir être vue comme hystérique, alors un homme, on pourra lui dire qu'il a de l'autorité. Donc je pense qu'il y a des sensibilités différentes de la façon dont ça peut être ressenti, mais l'égalité, moi je pense que j'aime bien avoir de la politesse face à moi parce que je suis une femme. J'aime bien qu'on me tienne une porte. Et après, j'aime bien pouvoir dire que je sais faire tout par moi-même. Ça dépend des moments, ça dépend si on est seul, si on a envie d'être fort, de s'affirmer. Moi je trouve que avec le respect, il y a toujours une coexistence facile. Et puis en fait, c'est votre comportement qui induit le comportement de l'autre. Alors l'égalité, moi, je l'ai dans plein de moments. On m'appelle chef au même titre qu'on appellerait chef un autre homme. Et puis des fois, j'hésite pas à dire, peut-être des poncifs, mais c'est vrai, je demande un peu d'aide pour porter certaines choses. Et puis après, on va me demander mon avis pour un côté peut-être plus esthétique. Donc je trouve que l'un dans l'autre, même s'il n'y a pas d'égalité, les faiblesses et les forces de chacun peuvent se compléter et on va dire s'annuler, mais pas s'annuler dans le sens négatif, mais au contraire se dire que c'est un vouloir vivre ensemble qui est en fait très positif. Et sachez que vous allez pouvoir découvrir d'autres témoignages tout au long du week-end sur Monaco Info. Et dans le reste de l'actualité, le Forum des séjours linguistiques à l'étranger aura lieu le mercredi 12 mars dès midi à l'Auditorium Régnier 3, à l'initiative de l'Association des parents des élèves de Monaco avec le soutien de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Ce salon s'adresse aux jeunes désireux de parfaire leur connaissance en langue vivante. Parlons automobile à présent. Le Salon de Genève a ouvert ses portes ce mercredi et ce jusqu'au 16 mars. L'équipe d'Asphalt était sur place pour vous faire découvrir en avant-première les nouveautés de cette 84e édition. À quelques semaines du salon Top Marque en Principauté, le 84e mondial de l'auto de Genève vous offre les dernières nouveautés du marché. Au programme cette année, quelques 900 voitures d'aujourd'hui et de demain. Plus de 700 000 visiteurs sont attendus à cet incontournable rendez-vous annuel des passionnés de belle mécanique en tout genre. Question concept car et prototype, les visiteurs seront servis avec des véhicules qui pimenteront leur passage au salon, comme par exemple le C4 Cactus Aventura de chez Citroën. Ce nouveau crossover offre un design, un confort et une vraie technologie, le tout pour un budget maîtrisé. La firme StarTech, quant à elle, permet aux clients fortunés de personnaliser leur voiture de luxe. Ces Land Rover ont été totalement designés selon les goûts des acheteurs. Et voici une limousine ultra luxueuse, électrique et autonome, la Rinspeed Exchange. Les constructeurs ont multiplié les annonces et premières mondiales au cours de la première journée du salon. Revivez les moments forts avec les plus belles sportives du moment dans la prochaine émission Asphalt.
Parlons football. L'AS Monaco reçoit Sochaux ce samedi à 20 h au Stade Louis II pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Battue à Saint-Étienne le week-end dernier, l'ASM doit rebondir pour conserver sa 2e place au classement. Un reportage de Frédéric Elion. Monaco a peut-être abandonné à Saint-Étienne ses espoirs de titre le week-end dernier. À 11 journées du terme de la saison, les joueurs de Claudio Ranieri possèdent 8 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Un écart difficile à combler au vu des performances parisiennes depuis le début du championnat. Toutefois, Monaco est toujours en lice pour atteindre son objectif majeur, la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. L'ASM compte toujours 7 points d'avance sur le LOSC, 3e et 8 sur Saint-Étienne avant la réception de Sochaux samedi. Les doubistes viennent de remporter 3 de leurs 5 derniers matchs en Ligue 1 et sont toujours en course pour le maintien. La chose plus importante maintenant, c'est penser à Sochaux. Je dis que sera un match difficile. Difficile comme jouer contre Reims. Parce que tout le monde pense que Sochaux, c'est une équipe qui va être relégable. Non. C'est une équipe que je pense va se sauver. Donc, ce sera un match très compliqué pour nous. Il est le joueur de champ le plus utilisé par Claudio Ranieri depuis le début de saison. Ricardo Carvalho a participé à 26 des 27 matchs de Ligue 1 de l'ASM. Le Portugais a conscience de l'importance de cette rencontre face à Sochaux. Je pense que l'équipe a rencontré lors du dernier match une petite faiblesse. Mais j'ai confiance mentale de groupe que nous allons retrouver notre force pour gagner. Après un défaite, c'est très important pour nous. Prochain match, gagner le match, jouer mieux que le dernier match. C'est pas possible pour une grande équipe perdre 2 matchs la fille. Claudio Ranieri va procéder à quelques ajustements dans le 11 de départ. Samedi, Dimitar Berbatov pourrait être titularisé en attaque. Eric Abidal, hospitalisé en début de semaine, s'est entraîné normalement jeudi, mais devrait être un peu juste pour débuter contre Sochaux samedi. Et toujours dans le cadre de la Journée mondiale de la femme, l'ASM lance la Glam Week. À l'occasion du match contre Sochaux le 8 mars, la place en tribune première ne coûtera que 1 € pour les femmes. La chanteuse Alex Hepburn interprétera également son tube Under à la mi-temps. Retrouvez toutes les informations sur le site officiel du club. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons aux prévisions météo. Samedi, le soleil est au programme pour ce début de week-end avec des températures qui iront de 12 à 18 degrés. Dimanche, toujours un ciel très bleu avec un mercure très agréable. Lundi, un début de semaine assez nuageux malgré des températures plutôt clémentes. Et enfin, mardi, quelques éclaircissements sont à prévoir avec une maximale de 16 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez Fabien Bonilla qui vous propose une rencontre avec Isabelle Castelli, commandant de police, suivie de votre séance Coach You. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.